Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, je veux parler de ma valeur nette. Je veux parler de transparence. Mais en fait, je ne veux pas parler de transparence. Je veux être transparent avec mes finances personnelles. J'arrive souvent avec des idées comme on va rembourser au complet notre maison, on n'utilisera pas l'endettement, on n'utilisera plus les cartes de crédit, on va plutôt se concentrer sur ce dans quoi on est bon, sur notre domaine d'expertise pour augmenter nos revenus. Donc, j'arrive avec des notions de finances personnelles tout en partageant mon parcours financier. Et puis, moi, quand j'écoute d'autres podcasts, quand je lis des livres sur les finances personnelles, j'aime beaucoup connaître les détails des personnes qui me parlent. J'aime ça savoir en arrière, c'est quoi les chiffres en réalité. Puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui avec vous. Je veux arriver avec les chiffres donc de mon bilan, ma valeur nette au 31 décembre 2024. Je veux vous montrer que je fais ce que je dis et je veux vous montrer que je prêche par l'exemple. Ce que j'avance comme idée, c'est des choses que j'ai faites moi-même et qui a mené à la valeur nette que j'ai et tous les avantages qui viennent avec ça. Dans d'autres podcasts, je vais vouloir vous montrer l'évolution de cette valeur nette-là et d'allocation d'actifs dans le temps. OK? Mais aujourd'hui, on va juste regarder au 31 décembre 2024. On parle de 2,1 millions en valeur nette, OK? 2 130 000 pour être plus précis de valeur nette. Une valeur nette, c'est quoi? J'en ai parlé ça très tôt dans tous les podcasts. À l'épisode numéro 7, le titre était valeur nette. La valeur nette, c'est tous nos actifs moins nos passifs. OK? Donc, si on était pour tout vendre, ce qu'on possède, ce qu'on détient, et puis qu'on remboursait toutes nos dettes, combien qui resterait à la fin? OK, ça, c'est notre valeur nette. On peut voir notre valeur nette comme si on arrêtait du jour au lendemain d'avoir des revenus. Combien qu'on aurait d'années devant nous? Est-ce qu'on aurait 20 années devant nous? Supposons qu'on dépense 30 000 $ par année. Est-ce qu'on a 20 fois 30 000 $ en valeur nette qui pourrait supporter? Évidemment, si on place notre valeur nette en investissement, bien là, notre valeur nette continue à générer pendant ce temps-là. Il y a toute une mathématique qui fait en sorte qu'on peut utiliser peut-être la règle du 4%. Si nos dépenses est 4% de notre valeur nette, de ce qu'on a d'investi, on pourrait théoriquement se rendre jusqu'à notre mort avec ça, parce que notre capital va être capable de générer pour nous 4% annuellement. Bon, et puis là, il peut y avoir des débats. Est-ce que c'est plutôt 3%, dépendamment de aussi l'inflation, parce qu'on veut prendre en compte l'inflation quand on calcule ça. On sait que l'argent, avec le temps, perd de la valeur. Hein? Les choses coûtent plus cher. C'est normal. Le système est bâti comme ça. Donc aujourd'hui, je reviens. 2,1 millions. Comment qu'on va découper ça? Bien, je l'ai découpé de plusieurs façons. Ensuite, on va voir la diversification. Diversification, c'est important quand on ne veut pas mettre nos œufs dans le même panier. Et puis, on parle de risque aussi, de gestion du risque. Parce que si notre valeur nette est de 2 millions aujourd'hui, bien, on ne voudrait pas que l'année prochaine, ce soit à 1 million. On ne voudrait pas régresser ça normalement. On veut l'augmenter dans le temps. Mais là, c'est une question de risque parce que si notre valeur nette, elle est investie, par exemple, au complet à la bourse, puis que la bourse perd 50% une année après un crash boursier, bien, on se retrouve avec la moitié de notre valeur nette. Donc c'est pour ça que moi, je regarde aussi à pas tout mettre nécessairement, justement, à la bourse. Je reviens encore avec l'idée qu'on veut faire le suivi de notre valeur nette dans le temps. Moi, je l'ai fait depuis... donc, j'ai 25 ans, avec des fichiers Excel, avec un logiciel qui s'appelle Quicken. Donc, je vous encourage à le faire. Ce qu'on mesure va s'améliorer automatiquement. Bien, pas automatiquement, mais normalement, ce sur quoi on porte notre attention
devrait s'améliorer. Donc, de porter notre attention sur c'est quoi notre valeur nette, de le calculer, de le mettre à jour à chaque année, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On prend conscience de ce qu'on a, puis au cours de l'année, après, peut-être qu'on va avoir ça dans notre inconscient que, ouais, on veut pas que notre valeur nette diminue. Pour vous encourager à faire le suivi de votre propre valeur nette et puis avoir conscience de notre progrès, parce que lorsqu'on chemine vers l'indépendance financière, ça veut dire qu'on produit beaucoup plus de revenus que ce qu'on dépense. Puis c'est quand on dépense qu'on le sent le plus qu'on améliore notre vie, OK? Donc ça c'est un paradoxe, si on veut, parce que si on améliore notre vie en dépensant, on n'est pas en train d'accumuler pour le futur, on n'augmente pas notre valeur nette, on ne se dirige pas vers l'indépendance financière. Ça veut dire qu'on reste dépendant de notre salaire, on reste dépendant de peu importe ce qui est notre source de revenus. Donc, oui, c'est encourageant de dépenser parce que ça nous amène du sentiment de progrès qu'on voit, qui est concret. Quand on s'achète une nouvelle voiture, puis qu'on s'assoit dedans, puis qu'on conduit pour aller au travail, notre voiture neuve, on peut se sentir très bien de ça, on peut se sentir prospère, même si on vient de prendre une dette de 60 000 $ en réalité pour la payer. Puis ça, ben, on a juste à pas trop y penser, à pas faire le suivi de nos dépenses, puis on finit par l'oublier en arrière qu'on a cette dette-là. C'est comme acheter la plus belle maison qu'on peut se permettre aller au maximum de notre capacité d'emprunt. Après ça, on est confortable, on est bien dans notre belle maison, on a une belle cour, tout ça. Mais ça, le problème avec ces choses-là, c'est qu'on le sent tout de suite, mais que c'est pas ça qui va nous rendre heureux, dans le sens que ce bonheur-là arrive peut-être dans une grande vague, donne un grand coup au moment où est-ce qu'on fait l'achat, mais éventuellement, on redevient à notre état normal de bonheur. Et puis là, ce qui nous reste, qu'on rend compte, c'est qu'on doit travailler pour payer ça, cette grande maison-là. On doit travailler pour payer ce paiement de voiture-là. Et on est un petit peu pris. Donc, si on voulait plus de flexibilité, si on voulait prendre congé, si on voulait réduire, on peut peut-être pas, parce que là, on a ce train de vie-là qu'on doit supporter. Donc là, l'idée de faire le suivi de ses finances, de sa valeur nette, ben ça nous encourage, ça nous donne un petit encouragement autre que de s'acheter des choses qui, ça aussi, peut nous encourager, mais l'encouragement de faire le suivi de ses finances personnelles, pour moi, c'est un peu plus sain. Donc, moi, dès que j'ai commencé à faire ça, que je voyais un peu la progression, oui, au début, ça va pas vite, mais dans les dernières années, plus qu'on accumule, plus que ça devient facile. C'est un petit peu injuste, le système capitaliste. C'est qu'il n'y a pas juste le travail qui peut générer du revenu, il y a le capital aussi monétaire qui génère du revenu, les entreprises qui ont une valeur, tous les biens, les immeubles qui ont une valeur génèrent eux aussi du revenu. Et puis, lorsqu'on part de zéro, ce qui va générer du revenu, c'est nous, c'est notre travail, mais au fur et à mesure qu'on accumule, cette accumulation-là va aussi générer un revenu. On va parler d'intérêts composés. Puis peut-être qu'au début, on ne le voit pas beaucoup parce qu'on aurait donc aimé ça, mettre ça sur un paiement de voiture pour tout de suite en profiter, ou mettre ça sur une plus grande maison puis tout de suite en profiter. Mais éventuellement, et puis c'est pour ça que je suis là pour vous le dire, éventuellement, ça va plus vite. On peut travailler à notre façon, on peut travailler le même nombre d'heures, mais notre capital, lui, va en faire une grande partie pour nous. Et c'est là que c'est vraiment le fun. Et puis, c'est pour ça que je suis là pour vous le rappeler. OK? Puis, comment qu'on fait pour rester encouragé? Faire le suivi, OK? Puis, voir notre progression, c'est important. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble, OK? Parce que je vous dis tout ça, puis là, vous vous dites, oui, mais c'est quoi que t'as, toi, c'est pour dire tout ça? Bien, là, c'est ça. J'ai 2,1 millions en valeur nette, OK? Puis là, je vais faire le tour, OK? J'ai quelques graphiques que j'ai sortis. Mon premier graphique, je fais le découpage entre résidence principale, cash et investissement. OK? Puis investissement, j'ai un autre breakdown. Mais en gros, là, le 2,1 million, si on le découpe, il y a un 600 000 qui est la résidence principale. Puis ça, c'est juste un exemple. Là. C'est pour l'illustrer avec des vrais chiffres. Après ça, partez avec ça, puis vous avez une meilleure idée de quoi je parle peut-être quand je vais parler de d'autres concepts. Bon, 600 000 OK, de ma valeur nette, c'est la résidence principale. Ensuite, j'ai un 100 000 en fonds d'urgence, fonds de roulement. Donc ça, c'est l'argent en argent canadien. C'est tout en
en argent canadien en passant, là. C'est l'argent qu'il y a dans mes compte entreprise, compte épargne, compte opération. Donc, il y a un 100 000, OK? Je m'en mets de côté parce que là, moi, j'étais salarié avant. Être salarié, on a une sécurité que notre revenu va arriver. Mais là, quand on est entrepreneur, qu'on a notre propre entreprise, c'est un peu différent. On a un peu plus de risques. Nos revenus sont plus à risque. Donc là, moi, ce 100 000-là, ça fait partie de mon fonds d'urgence, fonds de roulement que j'ai besoin justement pour me verser un revenu constant parce que les revenus que je vais avoir ne seront pas tout le temps steady à chaque 2 semaines. Ça va arriver par vague. Donc ça représente un 5% de ma valeur nette, OK? 100 000 $. Ensuite, on a les investissements. OK? Puis là, investissement, on parle de 1,4 million de dollars. Donc, c'est le reste. On a résidence principale, épargne, fonds d'urgence à 100 000. Ensuite, le reste, c'est de l'investissement. On parle de 1,4. Puis là-dedans, je le découperais, OK? Il y a 900 000 environ en placement, puis j'ai un 500 000 qui est valeur d'entreprise, OK? Balance de vente. Donc, placement, ce sont les marchés financiers, REER, CELI. Et les investissements entreprises, ce sont mes projets. C'est de l'investissement, oui, parce que ce sont des actifs, mais c'est lié à mon domaine d'expertise. Ce ne sont pas nécessairement des produits financiers sur les marchés financiers, OK? Ce sont soit une entreprise privée et une balance de vente, en fait, puis je vais revenir plus en détail pourquoi que j'ai ces deux choses-là. Ça vaut 500 000 $ dans mon cas, OK? Puis mes placements, ça représente 43% de ma valeur nette. Et puis mes investissements d'entreprise, donc mes projets liés à mon domaine d'expertise, ça représente 23% de ma valeur nette. OK? Donc, on a résidence principale, 30% environ, investissement, placement, 43%, et placement d'entreprise, valeur d'entreprise, j'ai un autre 24%, plus un 5% en épargne, fonds d'urgence. Donc, ça vous donne une idée de où est-ce que mon allocation se trouve, OK? Elle est répartie. Donc, on va parler de diversification. Je n'ai pas tout dans mon entreprise, j'ai pas tout dans juste ma résidence principale. J'ai pas tout en cash non plus. J'ai pas tout mis dans un CPG puis ça fait 2%. Non, évidemment, j'ai des investissements. Puis j'en ai aussi sur les marchés financiers, mais pas tous mes investissements sur les marchés financiers. J'ai commencé, oui, avec des investissements sur les marchés financiers, les placements, mais j'ai eu des opportunités pour avoir des investissements donc dans une entreprise privée. Ben là, c'est des rendements plus élevés que ce qu'il y a sur les marchés financiers, mais c'est plus risqué, ça va ensemble. Mais c'est lié en même temps à mon domaine d'expertise. Donc ça, je dois m'en occuper, je dois faire des choses activement pour que ça continue de rapporter un revenu. Versus les placements, ça, c'est dans mes comptes CELI, REER, j'ai rien d'autre à faire autre que peut-être aller en mettre dedans puis acheter des choses sur ma plateforme de courtage en ligne. Donc, vous voyez, c'est ça, là. On a de l'investissement passif, de l'investissement actif, on a un fonds d'urgence, puis on a une résidence principale. Et puis ça, pour moi, ça fait un bel équilibre, ça fait une belle simplicité dans mes finances personnelles, OK? Puis c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, j'ai d'autres graphiques, j'ai d'autres découpages de cette valeur nette-là, et puis je vous montre ça tout de suite. Premièrement, dans cette valeur nette-là, combien j'ai de dettes versus combien j'ai d'actifs. Actifs versus passifs, parce que vous savez, la valeur nette, ce sont nos actifs moins nos passifs. Eh bien, c'est 0. Donc, tout ça, ce sont des actifs. Je n'ai en ce moment, au 31 décembre 2024, et aujourd'hui, là, on est en janvier 2025, je n'ai pas de dette. OK? Tout ça, ce sont des actifs et je n'ai pas de dette. La résidence principale, elle est payée au complet. Je pourrais avoir un prêt hypothécaire si j'avais une opportunité intéressante d'investissement qui se présentait. Peut-être que je l'utiliserais, mais pour l'instant, je n'ai pas ça. En ce moment, aucune dette. Donc, lorsque je dis qu'on peut cheminer vers l'indépendance financière, puis on peut s'enrichir sans nécessairement utiliser l'effet de levier, bien moi, je travaille avec ça. Je le dis sur le podcast et puis je le fais aussi en même temps dans la vraie vie. Il y a eu une période de temps où est-ce que j'empruntais sur mon hypothèque pour prêter, faire des prêts privés. Donc, je prêtais à 10%, puis je payais, moi, 2% par exemple de taux d'intérêt sur mon hypothèque. Puis je faisais le profit de 8%. J'ai fait ça de 2021 à 2024, mais j'ai arrêté parce que ça me stressait. J'avais, à partir de 2024, là, d'autres projets qui étaient un petit peu risqués. Donc là, j'ai dit, OK, non, ça me stresse, mais j'ai du risque là-dedans, je vais arrêter ça. Oui, ça rapportait un peu,
mais ça me rapportait du stress en même temps. Donc, j'ai dit non, je vais laisser ça de côté, je vais me concentrer sur d'autres choses, puis je vais mieux dormir la nuit. Je reviendrai, je ferai un épisode à un moment donné sur cette période-là de 2021 à 2024. Peut-être que ça intéresse certains, faire du prêt privé. Je trouvais que c'était une bonne façon à ce moment-là, pas trop risqué d'utiliser l'endettement parce que c'est des prêts court terme. Puis ça s'est bien passé en réalité quand je l'ai fait de 2021 à 2024. J'avais un stress, mais en réalité, tout s'est bien passé. L'argent est tout revenu, puis j'ai eu mon intérêt, puis j'ai fait un peu d'argent grâce à ça. Mais là, mon stress il est ailleurs. Donc, tu sais, on décide, tout le monde décide où est-ce qu'il veut mettre son risque. Puis moi maintenant, j'ai décidé d'aller 100% en actif sans utiliser la dette. C'est pas dit que j'utiliserai pas la dette dans le futur, mais comme je dis toujours, ça va devoir être une opportunité d'investissement très très rentable et sécuritaire et que peut-être que ça sera pas une très grande partie de ma valeur nette, donc je serai à l'aise à ce moment-là à prendre ce risque-là. OK, là j'ai un troisième découpage de ma valeur nette, OK, parce que là l'autre, le découpage c'était 100% actif, 0% dette. L'autre découpage du 2,1 millions, c'est est-ce que c'est de l'argent libre d'impôt ou c'est de l'argent avant impôt? C'est-à-dire que l'impôt devra être payé sur ces sommes-là. OK? Puis sur le 2,1 millions, j'ai 1,5 million que c'est de l'argent libre d'impôt. C'est de l'argent après impôt, c'est-à-dire que j'ai déjà, moi, payé l'impôt sur cet argent-là. Il y a ma résidence principale là-dedans. Évidemment, comme ça, quand je vais la vendre, même s'il y a un profit, s'il y a un gain en capital, c'est exonéré parce que c'est la résidence principale. Il y a eu la vente d'entreprise aussi. Il y a eu une exonération encore là pour gain en capital. Mes placements CELI, ça c'est libre d'impôt, c'est après impôt. Ensuite, tout ce qui est investissement d'entreprise, ça aussi je l'ai acheté avec de l'argent après impôt. Donc tout ce qui reste avant impôt, ce sont les REER. Donc sur le 2,1 million, il y a un 600 000. OK, de REER, puis il y a 1,5 million de valeur libre d'impôt. Donc, le 600 000, éventuellement, quand je vais commencer à décaisser avec ma conjointe, on va avoir notre planification, puis c'est à ce moment-là que l'impôt va être payé. Mais ça, évidemment, vous aurez compris que si vous avez une valeur nette de, par exemple, 2 millions de dollars, mais que c'est tout de l'argent avant impôt, soit dans vos REER, ou soit dans une entreprise, ou soit dans un immeuble qui va y avoir un gain en capital qui va être imposable, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Donc ça, je vous encourage à regarder ça. L'impôt, on s'en sauve pas, c'est comme la mort. À notre décès, on va devoir payer l'impôt, notre succession va avoir ce qui reste après impôt. Très important, la planification fiscale. C'est là que les professionnels vont nous aider avec ça. Moi, j'aime beaucoup la simplicité de ma valeur nette, d'avoir quand même un bon montant après impôt. Et puis, plus les REER. Mais ça, c'est correct. Moi, j'utilise les véhicules, les enveloppes fiscales que le gouvernement met à notre disposition. Ce sont de beaux outils, toutes les exonérations qu'ils vont permettre ensuite, soit sur la résidence principale ou sur la vente d'une petite entreprise. Ça vaut la peine d'en profiter. Ça, c'était l'autre découpage. J'ai dans le fond 70% qui est de l'argent où est-ce que l'impôt est déjà tout payé, puis j'ai un 30% qui sont les REER, dans le fond, où est-ce que l'impôt va être payé plus tard. Ensuite, une nouvelle façon de voir, OK, là, je tombe dans le 900 000 de placement. Je vais le découper ça en REER, CELI et REEE. Ben, vous savez déjà que des placements de 900 000, il y a un 600 000 en REER, parce que je l'ai dit au graphique d'avant. La balance, principalement, ça va être le CELI. Le CELI est à 290 000, puis j'ai un petit peu de REEE aussi pour mes neveux, nièces, puis ma belle-fille. C'est comme ça que je découpe le 900 000 de valeur nette. Donc CELI, je suis allé investir dans des titres qui ont très très bien fait en 2017-2018. J'ai fait un bon coup là-dedans. C'est pas trop mon style maintenant. J'ai un petit peu mis de côté l'idée d'investir à la bourse, faire des coups de circuit. Maintenant, je me concentre vraiment sur mon entreprise de courtage hypothécaire, sur mon autre entreprise aussi, IPQuery. Puis j'ai mis de côté un peu ça. J'ai toujours tous les single stocks que j'ai achetés, mais je me concentre plus trop là-dessus. J'aime mieux me concentrer sur ce que je contrôle plus, c'est-à-dire mes entreprises. Mais le CELI, c'est pour ça que même si on a un plafond de cotisation à maintenant autour de 100 000 $, ben mon CELI, moi, il est rendu à 300 000, puis j'ai encore un peu d'espace, là, mais je devrais arriver au maximum en
2025 parce que en 2019, j'avais tout mis dans Shopify, puis je recommande pas de faire ça. Évidemment, j'ai été très chanceux. Et puis, mes placements dans mon CELI ont fait x4, x5. Et puis, évidemment, il y a tout le reste, là, parce que mon CELI, je l'utilise depuis 2013. Puis, ça l'a fait des petits depuis tout ce temps-là. Puis maintenant, il a grossi à où est-ce qu'il est rendu en ce moment. Donc, principalement, mes placements, ce sont des REER à la hauteur de 65% et le reste, c'est du CELI à la hauteur de 30-35%, plus un petit peu de REEE. Prochain découpage de ces actifs-là, de ces placements-là, je vais continuer avec les placements donc sur les marchés financiers. Une autre façon de voir le découpage, si on oublie l'enveloppe fiscale, OK, REER, CELI, si on oublie ça, j'ai à l'intérieur un autre découpage que je peux faire. Puis là, on revient à ce que je disais sur la théorie moderne du portefeuille, c'est-à-dire nos placements, on va les voir en termes d'actions versus obligations. Puis on va avoir une allocation soit 80-20, 90-10. Il y en a peut-être qui vont avoir 100% actions, 0% obligations. Bon, moi, ça se trouve que j'ai 13,5% en obligations. OK? Puis le reste est en actions. Ça génère un certain revenu. C'est mon allocation d'actifs. C'est considéré comme un profil d'investisseur assez risqué. Et puis, mes actions, ensuite, le reste, là, la balance du 13,5%, je les ai découpés un peu en deux. Il y en a là-dedans que ce sont des fonds indiciels, donc international, Canada, États-Unis. Ça, j'en ai pour 348 000 $. OK, ça représente 40% de mon portefeuille. Et le reste est en single stock, donc en titre individuel. Ça, c'est la plus grosse partie de mon portefeuille pour 422 000. OK? Puis j'en ai plus d'une quarantaine de titres individuels. En réalité, rendu à 40 titres, je suis quand même assez diversifié. Donc, j'ai une bonne diversification dans mes placements. Il ne faut jamais oublier que c'est une partie quand même assez risquée, ça, de ma valeur nette. La partie action, parce que la partie revenu, je la considère plus sécuritaire. C'est des obligations, c'est de la dette puis des titres à dividendes. C'est plus stable comme valeur. Ensuite, la partie action de mon portefeuille, qui est quasiment 85%, il faut être conscient que s'il y a un énorme crash boursier, ça pourrait diminuer de 50% une année. C'est déjà arrivé dans le passé, 2000-2001, le crash de la bulle techno. En 2008 aussi, la crise des subprimes, des hypothèques aux États-Unis. Donc, ça pourrait arriver. Mais quand je regarde ma valeur nette, oui, j'ai comme un bon 700-800 000 qui serait à risque dans les actions comme ça. Mais ça diminue de moitié, coudonc, oui, peut-être que ma valeur nette, elle pourrait passer à ce moment-là de 2,1 à peut-être qu'à 1,5 million. Mais tu sais, en bout de ligne, il me resterait toujours ma résidence principale, un endroit où habiter. Il me resterait toujours mes entreprises qui auraient une valeur. Donc, c'est ça l'idée d'être diversifié, d'avoir pas ses billes au même endroit. Moi, c'est comme ça que je suis à l'aise et que je le vois. Puis c'est grâce à ça que je suis capable d'avoir autant d'investis en actions. Si j'avais tout en placement, probablement que mon allocation ne serait pas 15,85 comme c'est le cas en ce moment. Elle ne serait pas 15% en revenus, obligations et 85% en actions. Si j'avais 100% de ma valeur nette en placement, probablement que je serais plus autour de 50-50. Mais comme j'ai ma résidence principale, comme j'ai les entreprises, j'ai décidé de mettre quand même ce risque-là. Et la stratégie que j'utilise, c'est le buy and hold, c'est-à-dire que j'ai acheté des choses au fil des années depuis 2013 et puis je le vends pas. Aussi simple que ça. Et puis, pourquoi que je suis capable de faire ça? C'est que j'achète des choses dans lesquelles je crois vont fonctionner encore 20 ans. Je vais pas comme spéculatif. Je pense que ce titre-là va monter pour être pris après, lorsqu'il va monter, le vendre. Parce que si c'est juste un coût temporaire, je vais être obligé de le gérer. Non, je fais du buy and hold. Donc, j'achète ce que je crois va être encore là dans 20 ans. Puis peut-être que dans 20 ans, mon titre de croissance va être devenu un titre à dividende. C'est ce que j'espère. Et puis, de cette façon-là, c'est vraiment passif. Je n'ai pas à m'en occuper. OK? Dernier découpage que je ferais, c'est la portion entreprise de mes investissements, le 500 000 $. Celui-là est découpé. Il y a un 230 000 $ qui est
valeur d'entreprise active. Donc ça, c'est le prix que j'ai payé pour acheter, dans le fond, 50% de l'entreprise IPQuery. Puis ça me génère un revenu quand même assez constant annuel depuis l'année passée, on va voir, mais ça, c'est toujours à risque, parce que cette entreprise-là, elle a peut-être une dizaine de clients, dont un gros client qui, si jamais décidait d'arrêter d'utiliser les produits de notre entreprise, changerait pas mal la donne sur la valeur de l'entreprise. Donc, de ce 500 000 $-là, évidemment, ça, c'est assez risqué comme valeur, mais en même temps, ça génère quand même des bons revenus annuellement. Mais bon, c'est ça, Ce qui est risqué, ça rapporte beaucoup. Puis ensuite, valeur de balance de vente, donc le reste du 500 000 $, donc c'est 275 000 $. Donc ça, c'est dans le fond une dette. Ce sont mes amis dans l'entreprise où je travaillais qui ont racheté mes parts, qui me doivent ce 275 000 $-là. Ça, je suis pas inquiet. Ce sont mes amis de longue date, des personnes que je connais depuis 20 ans, dans lesquelles j'ai une grande confiance et on est toujours en relation d'affaires avec l'entreprise. Puis cette balance de vente-là génère un certain intérêt. Puis en plus, je récupère donc au fur et à mesure dans les 2-3 prochaines années. Et puis, au fur et à mesure que je reçois l'argent, je peux le mettre dans mon CELI ou en tout cas, je vais voir comment je vais allouer ces fonds-là lorsqu'ils vont revenir. Mais ça fait partie donc de ma valeur nette en ce moment. C'était ça l'épisode aujourd'hui de ma valeur nette et de l'allocation d'actifs. Je vous encourage encore une fois à faire le suivi de vos finances, à calculer votre valeur nette, à penser en termes de risque. Où est-ce que vous allez mettre votre risque? Puis est-ce que vous voulez rembourser au complet votre résidence principale? Il y en a qui disent, non, il ne faut jamais faire ça, il faut tout le temps emprunter au maximum, puis acheter de l'immobilier. Regardez, c'est pas la seule façon de procéder. On y va avec le niveau de risque qu'on est à l'aise. C'était pour ma part le niveau de risque qui me convient. Puis, je pose la question, vous, c'est quoi le niveau de risque qui vous convient pour vos actifs, votre allocation d'actifs, votre valeur nette? J'espère que cette présentation-là vous aide dans votre réflexion. Puis, je vous rappelle que j'aurai d'autres épisodes. Je vais vouloir parler de mes revenus en 2024. Je vais vouloir parler de l'évolution, comment que je me suis rendu à cette valeur nette-là de 2,1 millions. Je vais arrêter là. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.